Nous évoquerons aujourd'hui les caractéristiques du portrait. Comme dans toute composition, c'est le dessin. Le dessin donne le rythme au tableau. Donc, voici, il faut ici donc une courbe. Et la contre-courbe, voilà, qui part de la chevelure et va sur l'oreille, descend et se bloque ici. C'est ce qui donne le mouvement, le dessin. Voici la courbe qui part de là, du haut sommet du crâne et qui descend. Sans ce mouvement-là, le tableau ne peut pas démarrer. Hein. Voilà, ça donne déjà, donc il y a la courbe ici, il y a aussi la contre-courbe de la joue là, et la courbe des sourcils qui va s'ajouter là. Pour le portrait, ensuite, nous ferons la couleur. Or, la couleur, c'est ce qui exprime les sentiments. C'est Vincent van Gogh qui disait de son autoportrait à la rouge et vert, avec la terrible couleur rouge et verte, j'ai voulu peindre les passions humaines. C'est le portrait qu'il a peint à Arles, dans la petite maison jaune. Il avait l'idée de faire une communauté de peintres. Et le premier qui est venu, c'est Gauguin. Seulement, la cohabitation a été terrible. C'est un portrait en rouge et vert. Le fond est de 2 couleurs de rouge. Il a une grande toque noire sur la tête. Et la veste est verte, donc rouge très fort, de rouge. Et le vert, il a mis un vert terrible pour la vareuse, pour la veste. Et il a fait quelque chose d'assez génial, c'est que le rouge du fond souligne tous les parements du vêtement vert, ce qui fait une unité dans le tableau. Et c'est une des œuvres les plus extraordinaires, c'est le portrait où il s'est blessé, il y a un gros pansement sur l'oreille, il s'est coupé l'oreille. Bon, vous lirez toute la littérature là-dessus. Voilà. Pour ce portrait-ci, nous prendrons aussi 2 couleurs complémentaires. Parce que le bleu, que voici, un bleu assez soutenu, et pour le vêtement, donc le vêtement sera de bleu ici. Pour intensifier le bleu, je mets un peu de terre de sienne, parce que c'est la partie qui va être en jaune plus clair, là. Voilà. Et cette couleur-là doit se retrouver aussi dans les cheveux. Hein. Il faut une unité. Hein. Dans les cheveux, là, ici, près de la tempe. Il faut retrouver les mêmes couleurs pour faire un rythme coloré. On peut faire aussi des oppositions violentes. L'un et l'autre vont bien. Mais ça dépend de l'effet qu'on veut obtenir. Donc là, la gamme est bleu et jaune. On doit retrouver les mêmes couleurs un peu partout, dans les yeux, dans les cheveux. C'est un bleu très foncé. Voilà. Ensuite, le fond va être jaune. Pour le jaune, nous ferons plusieurs jaunes pour moduler. Et comme toute la figure va être elle-même ocre et jaune, il faut forcément qu'on retrouve ces couleurs-là dans le fond, hein, ce que les peintres appellent un rappel. Donc on part d'ici du front, avec l'ocre jaune, une pointe de rose. C'est comme la cuisine, une pointe de rose. Parce qu'il n'en faut pas trop, mais un peu. Parce qu'il a un joli teint, on ne va pas lui faire une figure cadavérique. Hein. Là. Donc voilà déjà l'ovale. Évidemment, on ne peut pas faire un portrait en 3 ou 4 minutes. Il faut que
si on veut que ce soit les couleurs complémentaires, ce qui est le cas, il faut qu'on retrouve quelque part dans le fond les couleurs du visage. Autrement, le visage va être complètement isolé. Donc ici, je mets ce que les peintres appellent un rappel. Un peu du même jaune que le visage, peut-être un peu plus soutenu. Voilà. Et après, un peu ici. Et après, je ferai la même couleur dans le fond en ton rompu. Ce qu'on appelle un ton rompu, c'est soit avec du blanc, soit avec du gris, soit avec du brun. Voilà. Un ton rompu ici pour donner plus d'éclat au bleu qui va être en dessous. Donc près du bleu, je vais mettre le ton rompu de bleu, de jaune et de blanc à côté du bleu. Et il faut pas faire, enfin je ne crois pas que ce soit une bonne chose de faire d'abord le visage, d'abord le fond, il faut que tout soit monté ensemble. Comme une crème chantilly, on doit tout monter ensemble. Voilà, on retrouve comme ça s'appelle un rappel. Et on doit le retrouver dans le fond, là. Chez Picasso, les figures sont toujours anguleuses et à ligne droite brisée. C'est pour marquer aussi, c'est tout à fait l'expression de notre époque. Et c'est en ça que c'est une chose intéressante. Même les femmes, les portraits de femmes sont toutes anguleuses. Elles ont aussi de grandes dents, avec des grandes dents comme des ogresses. Les seules courbes qu'il a utilisées en peignant les femmes, c'est pour Marie-Thérèse. Là, il y a des courbes et aussi une certaine tendresse. Mais chez les maîtres, les peintres de l'école italienne et les peintres de l'école flamande, à ce moment-là, eux, les modèles posés en costume d'apparat, c'était pour marquer leur rang social, en général dans des intérieurs. Et il y avait un petit paysage dans un coin du tableau qui permettait de voir la nature, et tout petit. Mais dès la Renaissance, à l'inverse, on trouve la nature est représentée dans le fond des portraits. La Joconde, par exemple, la célèbre Joconde, est sur un paysage tout à fait superbe, dont les lointains sont d'un gris bleu et le ciel d'un bleu absolument sublime. Et c'est cette manière de peindre, d'intégrer le personnage au fond, a été ensuite reprise très bien par tous les impressionnistes qui mettent tous les personnages posant dans la nature. Notre prochaine vidéo sera sur la technique des glacis, qui est une technique très particulière que surtout les Vénitiens ont pratiquée. Et nous aurons encore des suites. Par exemple, on fera les peintres contemplatifs et le trait, la composition entourée d'un trait noir ou d'un autre. On continuera ce portrait, on ne peut pas faire un portrait en 5 minutes.